Donc, bienvenue à la collation numérique Bonnes pratiques et cybersécurité au travail avec l'exemple Cyber sain et sauf. Cette collation, c'est la dernière de notre série de 5 rencontres alphanumériques de l'automne 2020. Il va y avoir autre chose qui se trame pour l'hiver, pour l'année 2021. Je vous en parle un petit peu à la fin de la collation. Donc, on clôture notre série aujourd'hui avec plaisir. Avant de commencer, je veux préciser que l'événement est enregistré. Donc, il est aussi diffusé sur Zoom, en direct de la page Facebook de Biblio Presto, ainsi que celle de Techno Culture Club. Je me présente, Bianca. Je suis chargée de conception et de médiation au sein de l'équipe Alphanumérique et c'est moi qui ai le grand plaisir d'animer la collation d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Alphanumérique? C'est un projet d'envergure nationale porté par Biblio Presto en collaboration avec Techno Culture Club. Le projet se déroule jusqu'en mars 2022. C'est destiné à toute la francophonie canadienne et le but, c'est de réduire le fossé créé par le numérique, donc l'écart numérique. Bref, c'est de la littératie numérique de base, mais dans les collations, les tables rondes, on en profite pour aller un petit peu plus loin puis discuter d'initiatives en lien avec le numérique afin de parfaire nos connaissances. C'est destiné au grand public, tout comme aux employés de bibliothèques, aux bénévoles de bibliothèques et des employés d'organismes communautaires, bénévoles aussi, bien sûr. On est subventionné par Innovation, Sciences et Développement Canada dans le cadre du programme d'échange en matière de littératie numérique. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site alphanumérique.ca ou à nous contacter via info@alphanumérique.ca. On tient à remercier notre invité Benjamin Gialard, mais aussi toute l'équipe d'Alpha Numérique qui est là en support pour l'organisation de ces événements-là, et tout spécialement Daniel, notre agente de liaison communautaire, et aussi Anne-Laurence qui s'occupe de la technique aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire, c'est elle qui est présente dans le clavardage à titre de modératrice. Donc, si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez vous adresser à elle dans la section discussion ou dans la section questions et réponses. De la même manière, si un problème de connexion venait à survenir ou tout autre problème pendant la diffusion, c'est possible qu'elle prenne le contrôle de l'écran ou que vous l'entendiez prendre la parole. Donc, soyez pas surprise. On a aussi le plaisir de pouvoir compter sur les services de Madame Nathalie Gagné, sténotypiste. C'est elle qui va assurer la transcription en direct tout au long de l'événement. Donc, la transcription est disponible sur Zoom, soit en cliquant sur l'icône CC qui se trouve au bas de la page ou en utilisant le lien qu'on vous a envoyé préalablement via courriel. Et le lien aussi se trouve dans le clavardage. Pour ceux et celles qui nous écoutent sur Facebook, le lien va se trouver dans les commentaires sous la vidéo. Que vous soyez en direct sur Zoom ou sur Facebook, on souhaite que vous puissiez prendre part à la discussion vous aussi, que ce soit pour émettre des commentaires ou des questions. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Q&R ou l'onglet Discussion clavardage sur Zoom. Et aussi, on surveille les commentaires sur Facebook, sur la page Techno Culture Club, ainsi que Biblio Presto. Sous la vidéo en direct, vous pouvez nous laisser vos questions ou vos commentaires à cet endroit aussi. Donc, même si vous voulez laisser un commentaire en plein milieu de la discussion, n'hésitez pas, on va y revenir lorsque la période de questions va venir. La période de questions va être à la fin de la rencontre. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer de manière spontanée, même si on attend à la fin pour revenir sur les témoignages et questions. Donc, cet événement, on souhaite que ce soit un espace de partage et de réflexion. On se base sur des principes d'intelligence collective et collaborative. Donc, on n'a pas la prétention de fournir des réponses ou des modes d'emploi. L'objectif, c'est vraiment la mise en commun de nos expériences afin de mettre en lumière certaines réalités du monde numérique et de parler d'initiatives et de choses inspirantes pour les différents organismes communautaires, bibliothèques et citoyens. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Benjamin Gialard. C'est un travailleur culturel, producteur radio, enseignant et artiste basé à Montréal. Bonjour Benjamin. Il a étudié en art visuel en Colombie-Britannique et il a un baccalauréat en communication à l'Université Concordia.
Elle est féministe et porte un masque et a vraiment hâte de pouvoir flâner à la bibliothèque de nouveau. On en profite pour saluer les employés et les bénévoles de bibliothèque qui nous écoutent en ce moment. Il est chargé du projet Cyber Sains et Sauf. Juste une petite mise en contexte avant de laisser mon invité se présenter. Cyber Sains et Sauf, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative de l'Alliance des arts médiatiques indépendants. C'est créé pour offrir des outils de cybersécurité accessibles et pertinents au milieu culturel. Ces outils, bien qu'ils sont ciblés à un secteur précis, sont vraiment dotés d'un caractère qu'on pourrait qualifier d'universel. Le milieu du travail, ça fait longtemps qu'on a fait le virage numérique. On utilise un ordinateur, que ce soit pour compiler nos données, communiquer avec nos collègues, partenaires, archiver des informations au sujet des employés, au sujet des bénéficiaires, on prend des notes et beaucoup plus encore. Pourtant, il y a encore des organismes et même des institutions, peut-être de plus petite échelle, qui peuvent encore avoir des lacunes en termes de cybersécurité. Donc, on apprend à utiliser des outils rapidement. Pourtant, l'apprentissage des saines habitudes n'est pas toujours aussi rapide parce que la transition, parfois, est un petit peu un rythme qu'on pourrait qualifier d'effréné. Bon, on trouve donc beaucoup d'informations sur la cybersécurité en ligne. Donc, par quoi commencer, quoi prioriser? Cyber Sains et Sauf arrive à la rescousse et ça présente des informations venant de professionnels et organisées pour une navigation simple et efficace. Donc, je vais citer la description du projet même. Vous trouverez sur cette plateforme tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la cybersécurité et la cybercitoyenneté. Profitez-en. Donc, nous aussi, on va en profiter aujourd'hui et en apprendre plus sur ce super projet. C'est pourquoi, sans plus tarder, je passe la parole à mon invité pour qu'il se présente et qu'il puisse nous en apprendre un peu plus sur Cyber Sains et Sauf. Benjamin, à toi la parole. Merci beaucoup, Bianca, pour cette très belle présentation. Merci également à Alpha Numérique, Technoculture Club et Biblio Presto pour l'invitation, hein. Ça fait une belle brochette d'organismes invités. Mais c'est magnifique également de voir des organismes comme ça travailler ensemble pour rendre du contenu accessible, pour favoriser la littératie numérique. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a créé Cyber Sains et Sauf. C'est également dans cet esprit-là qu'on travaille à l'AMI, l'Alliance des arts médiatiques indépendants. Alors, je pourrais parler peut-être très brièvement de l'AMI. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'en conviens, si vous travaillez dans des bibliothèques ou plus généralement en culture, vous n'avez pas nécessairement déjà entendu parler de l'Alliance. C'est un organisme à but non lucratif qui regroupe une centaine d'organismes indépendants de production, de distribution et de diffusion en arts médiatiques. Donc, on parle de cinéma, vidéo, audio, mais aussi les nouveaux médias. Et ça, c'est à travers le Canada. Et on a plusieurs différents projets. Donc, Cyber Sains et Sauf en est un où j'ai eu la chance d'être responsable. On fait présentement un autre projet, par exemple, sur la présentation d'œuvres d'art médiatiques en ligne pour produire une nouvelle grille tarifaire. Donc, on a un organisme de service aux arts qui aide vraiment à équiper nos membres, mais aussi le milieu en général avec des meilleures pratiques, avec de la connaissance et tout ça. Et c'est pour ça que Cyber Sains et Sauf est arrivé. Et vraiment, là, tu l'as décrit, Bianca, universel, les pratiques, du moins pour tout ce qui touche le numérique. Là, c'est comme le B à bas, là, la base, si on veut, des bonnes pratiques. Et ça peut vraiment servir, que vous soyez en PME, que vous soyez dans un organisme communautaire. Peu importe, les pratiques qui sont là sont vraiment, peuvent être appliquées. Et ben, je suis un artiste et un producteur radio également, donc j'ai plusieurs chapeaux et ça me fait très plaisir d'être ici. Ben, merci à toi. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Sans plus tarder, juste nous dire un peu justement, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Pourquoi intégrer des mesures de sécurité au sein d'un organisme ou d'une institution? Ben oui, hein, pourquoi on voudrait être sécuritaire? C'est un peu poser la question, c'est y répondre peut-être, mais quand même, quand on s'attarde à cette question-là, on peut trouver, je crois, des réponses intéressantes. Alors, premièrement, c'est sûr que à la surface, la sécurité, ça va de soi. On veut protéger nos données personnelles. Et puis, une chose aussi, c'est que plusieurs organismes ne se rendent pas compte qu'ils ont énormément de
données personnelles. Ne serait-ce que le numéro d'assurance sociale de vos employés, hein, c'est une information qui est confidentielle, c'est une information qui est très importante et qui, si révélée, peut se révéler dangereuse. Donc, on veut protéger toutes nos relations, hein, on veut se protéger nous-mêmes, mais on veut également protéger les personnes qui travaillent avec nous ou qu'on dessert. Et on veut maintenir également une bonne réputation. Personne ne veut avoir un scandale comme Desjardins, par exemple, là, qui mine une réputation. La cybersécurité également, qu'est-ce que c'est? Non. Donc, Le ben mot oui, hein? souvent, mais vraiment, comment le définir? Ben, c'est ça. Alors, nous, on a pris la définition de nos experts en cybersécurité. C'est une définition qui est en trois parties. Bianca, je ne sais pas si tu te souviens de ces trois parties-là. Je préfère un espèce de petit quiz Ouais. comme ça. Je te mets. Je me suis qu'il y avait trois mousquetaires, mais je me souviens plus de leur nom exact. J'ai gardé la métaphore plus que le contenu, je dois t'avouer. Ben, c'est déjà bien ça de savoir que la cybersécurité se sépare en trois parties, ou on propose qu'elle puisse se séparer en trois parties. Nos trois mousquetaires, en effet. On a l'intégrité des données. Hein? Donc, est-ce qu'une donnée reste intacte et inchangée? On a ensuite la disponibilité des données. Est-ce qu'on est capable d'accéder au matériel? Est-ce que notre site Internet est en ligne ou pas? Hein? Et ça, on rentre dans le troisième petit mousquetaire, c'est la confidentialité des données. Donc, les choses qu'on ne veut pas qu'ils soient dévoilées, ben, il faut qu'elles restent privées. Alors, on voit que cette définition-là à trois parties, vraiment, c'est la base d'une organisation. Hein. Est-ce que notre information reste exacte? Hein, quand on travaille sur un rapport, on ne veut pas tout le temps être en train de chercher la dernière mise à jour, le new slash nouveau slash maintenant. C'est une question de cybersécurité d'une certaine manière. Même chose pour la disponibilité ou la confidentialité. Donc, à la base, avoir de bonnes pratiques numériques, avoir des pratiques cybersécuritaires, c'est aussi bien travailler avec ces outils techniques. Et finalement, là, pour répondre à la deuxième question de l'entrevue, je peux parfois prendre des longs moments pour répondre, mais il y a également des obligations légales qui nous obligent à avoir certaines pratiques en place. Donc, par exemple, divulguer lorsqu'on a une brèche de données, si on a des activités à caractère commercial, si on a des clients ou des personnes dans notre base de données qui font partie de l'Union européenne. À ce moment-là, il y a la RGPD là, qui entre en ligne de compte. Également, il y a des lois entourant les pourriels au Canada. Donc, vous pouvez trouver tous les détails sur le site Cyber Sain et Sauf, donc ami.ca/cybersécurité. Excellent. Mais merci beaucoup pour cette réponse très complète et intéressante. Puis, bon, on comprend la cybersécurité. Waouh, c'est génial. On est fan, on adore. Comment est-ce qu'on accompagne un organisme qui pourrait avoir des réticences ou des limitations, par exemple? Comment est-ce qu'on adresse des idées préconçues, leurs freins potentiels, etc.? Ben oui, écoute, c'est encore une fois là, une question qui pourrait être prise sur tellement d'angles. Et j'ai oublié une chose dans pourquoi avoir des pratiques cybersécuritaires. J'ai tellement à dire, je me suis pris des petites notes là, mais c'est aussi pouvoir se relever en cas d'une attaque. Alors, avoir par exemple des bonnes archives hein, ou une bonne sauvegarde nous permet rapidement de revenir en ligne. Puis peut-être qu'une première chose à dire à un organisme qui aurait des réticences à instaurer ou à se poser des questions par rapport à la cybersécurité. Hein. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait l'idée préconçue que on est trop petit, on n'est pas la cible de cyberattaques. Là, le Kremlin ne se soucie peu de nous. Mais c'est de dire que tout le monde est la cible de cyber problèmes. Hein. Mettons ça plus large. Parlons de cyber-problèmes. Hein. C'est pas juste des cyberattaques, la cybersécurité. C'est aussi boire son café le matin et oups, par un mouvement de hanche trop entraîné, notre tasse de café vient détruire tout le travail qu'on a accompli. C'est un problème de cybersécurité si on n'a pas d'archives, si on n'a pas de manière de se relever après cet incident-là. Mais aussi, avoir un site Internet
toutes les personnes qui ont un site Internet, c'est une ressource qui est la cible de personnes mal intentionnées. On a eu des personnes qui m'ont parlé que un jour, ils se sont rendus compte qu'il y avait des sites qui utilisaient leur espace de serveur pour offrir des sites, par exemple, de vente de produits illicites. Dans l'anecdote qui m'a été donnée, c'est un site qui vendait des examens de fin d'année, déjà tout écrit, donc du plagiat. Oui. Et qui utilisaient la place de serveur gratuite, en fait. Là, eux, ils utilisent votre serveur. Si vous n'allez pas souvent voir sur votre serveur, vous ne savez pas que vous avez toute une arborescence de sites de plagiat. Alors, les idées préconçues, je pense que c'est une première bonne étape. Et ensuite, il y a également l'idée que la cybersécurité, c'est simplement des solutions techniques. Donc, nous, avec notre site, on met vraiment de l'avant que la cybersécurité, c'est pas juste un produit, c'est pas juste une technique, c'est un processus. C'est des Mm. réflexes, c'est une compréhension qu'on doit mettre en place. Et ça peut sembler encore pire, si on veut. Parce que non, il n'y a pas, je sais pas, moi, un flacon qu'on peut acheter et tadam, vous retrouverez votre jeunesse et tous vos problèmes seront réglés. Non, c'est quelque chose c'est qu'il faut mettre dans les pratiques, mais également, il faut voir ça, je crois, du beau côté, c'est qu'on peut y aller une étape à la fois. Mm. Et d'abord régler justement peut-être son problème d'archives. Ah, et là, on va voir que avoir de bonnes pratiques, ça va nous aider, hein. La cybersécurité, c'est pas quelque chose qui devrait être un frein, c'est pas quelque chose qui devrait être fastidieux à mettre en place. Il faut vraiment y aller selon les capacités de notre organisme. Et je vous invite d'ailleurs, je vous montrer peut-être là le site web comme tel, mais on a une section avec des foires aux questions. Et c'est une question justement qui nous a été posée lors d'une rencontre comme ça que j'avais. Et là, il y a une personne qui m'a posé justement cette question-là. Et puis moi, je ne savais pas en fait comment accompagner quelqu'un. Alors, on a demandé à une experte en cybersécurité d'écrire justement un article pour répondre exactement à cette question-là. Et l'article est maintenant disponible dans notre foire aux questions. Il nous reste d'ailleurs des questions à répondre. Donc, des articles à écrire dans notre foire aux questions. Alors, c'est pour ça que j'inviterai tout le monde vraiment à me poser des questions. Et même si je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je pourrai la trouver. Alors, c'est un peu quelques petites idées là, d'aider des institutions à avoir de meilleures pratiques cybersécuritaires. Mais j'aime beaucoup l'idée de la foire aux questions, puis je trouve que ça vient vraiment s'imbriquer bien avec votre vision de processus, justement, qu'on ne veut pas avoir une recette miracle, on ne veut pas changer tout de A à Z, mais plutôt entrer dans un processus, développer de nouvelles façons de penser, prendre le temps de rechercher, d'intégrer des nouvelles façons de faire. Je trouve que c'est très alléchant comme proposition. Euh, Puis aussi, un peu plus spécifiquement, là, est-ce qu'il y a je sais que tu l'as un peu dit, mais peut-être plus dans le détail, ce serait quoi les avantages de la protection des données pour le personnel? Si tu as d'autres exemples pour mieux illustrer encore plus, pour que les gens comprennent en pratico-pratique, là. Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple personnel. OK? J'ai pas les meilleures pratiques en cybersécurité, hein, c'est un processus et on apprend. Et puis, dans le, en travaillant sur ce projet-là, on parlait souvent de gestionnaire de mots de passe. Hein, c'est un terme qui va revenir souvent, un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, si vous ne savez pas c'est quoi, ça l'explique assez bien dans le terme. Qu'est-ce que c'est? Ça gère vos mots de passe, hein. Donc, c'est un trousseau sécurisé où vous pouvez mettre vos mots de passe. Certains de ces gestionnaires-là ont un petit widget, donc une application qui va s'intégrer à votre navigateur web et qui va rentrer vos mots de passe à votre place. On en parle davantage sur le site Internet. Là, je vous invite à en chercher ou me poser des questions si vous voulez en savoir davantage. Alors moi, j'ai récemment, il y a quelques mois, fait l'acquisition d'un gestionnaire de mots de passe et ça l'a tellement changé ma vie, là. Alors, en termes de bénéfices, là, lorsque j'entre dans un site internet, et moi j'ai plusieurs sites, plusieurs comptes,
C'est vraiment difficile à garder en tête là, tous les mots de passe et avoir un mot de passe différent pour chacun des comptes, long, avec une phrase de passe même, nous, qu'on propose. Mais là, avec un gestionnaire de mots de passe, mes mots de passe sont toujours à jour. Je peux les changer dans un claquement de doigts. Non seulement ça, ils sont automatiquement ajoutés à chaque fois que je rentre dans un site Internet. Donc, je gagne beaucoup de temps de cette manière-là. Également, dans notre organisation, on gagne beaucoup plus de fluidité. Donc, quand on a, par exemple, un contractant externe qui arrive, doit avoir accès à notre site Internet, qui doivent avoir accès à ci ou à ça, on peut leur créer un utilisateur dans notre gestionnaire de mots de passe et tout de suite, ils ont accès. On peut contrôler les accès sur lesquels ils ont. La gestion des accès, plus généralement, par exemple, les documents Google Sheet. Est-ce que ça doit avoir un accès restreint, visible? Qui a accès? Est-ce que c'est une page qui est confidentielle? Donc, ça peut être ça demande une certaine connaissance, si on veut, à comprendre ça, mais c'est ô combien important quand on veut collaborer avec les autres, quand on va avoir des données ouvertes, de comprendre la gestion des accès. Donc, un bénéfice d'améliorer, si on veut, nos pratiques en cybersécurité, c'est simplement de mieux comprendre les outils numériques et de faire en sorte qu'ils fonctionnent pour nous et pour nos besoins, je dirais. Très intéressant. Puis j'aime comment, justement, la cybersécurité peut avoir un aspect qui est très pratique aussi. C'est pas les gens qui imaginent ça comme étant une tâche en plus. Oui, bon, il y a la mise en place, mais une fois instaurée, il y a les avantages qui en découlent. Ben C'est oui, tout à fait. très intéressant. Puis, j'aimerais ça en savoir un peu plus sur le projet Cyber Sauve, un peu la genèse du projet, si on veut. Comment est venue au monde cette idée-là? Qui a participé? Etc. Ben oui, tout à fait. Donc, l'Alliance des arts médiatiques indépendants, moi, je dois lancer une fleur à mes collègues de travail parce que c'est vraiment un organisme que j'adore, qui répond à plusieurs de mes valeurs et puis il fait bon travailler là. Alors, bonjour tout le monde si, si vous m'écoutez. Alors, l'organisme lance comme ça plusieurs demandes de subventions à différents paliers. Cyber Saint Sauf, ça l'a été, ça l'a fait, ça a reçu la subvention du Conseil des arts du Canada pour une bourse du Fonds de stratégie numérique. Donc, peut-être une bourse que vous connaissez également là, dans votre milieu. Alors, on a reçu une bourse, je crois, de 100 000 pour faire le projet. Euh, et au début du projet, on a travaillé avec Cyrenrisk, qui est un réseau intégré en cybersécurité, notamment à l'Université de Montréal. Et le projet se découlait en plusieurs phases. D'abord une recherche et par la suite, on voulait faire une tournée pan-canadienne où on allait présenter une formation en cybersécurité avec des vidéos attachées sur différents modules, 5 ou une dizaine de modules là, qui auraient été déterminés. Euh, c'est très bien, on commence à faire la recherche, on met un comité aviseur et tout ça. Et au fur et à mesure que le projet avance, je réalise en tant que chargé de projet que ça allait être très dispendieux de prendre l'avion et d'aller dans chacune des métropoles, si on veut, et puis là, de ne pas être capable d'accéder aux régions. Donc là, on commence à avoir des problèmes je trouve que le modèle de voyager, d'aller à l'hôtel, je commence à avoir des problèmes comme ça. Et également, je ne sais pas si vous avez déjà fait des projets vidéo, mais ça représente énormément de coûts. Hein. Donc, de faire des vidéos, soit des vidéos en direct avec une personne qui parle français, anglais, sous-titrage, même c'est pire quand on parle de dessins animés comme ça. Alors là, moi, je vois le budget simplement fondre et je réalise que c'est pas la meilleure méthode pour diffuser le contenu. Et j'ai eu la chance d'avoir une formation avec une équipe qui s'appelle La Factory. Alors, je dis bonjour à La Factory également, et une formation en design thinking.
Et là, je commence à me renseigner sur le design thinking et trouver que c'est une philosophie très intéressante pour gérer les projets. Ça met les usagers au centre du processus de création et ça cherche un peu à comprendre ou à repenser la manière dont on peut designer un projet pour vraiment remplir les besoins de nos usagers. Alors, on a fait un appel, on a pris dans le budget, si on veut, là, nos billets d'avion, les petits côtés là, qu'on fait, on a refait un budget comme ça et on est allé chercher un partenaire de formation avec ça, qui était Kung Fu. Je salue d'ailleurs l'équipe de Kung Fu, qui sont une équipe très intéressante. Euh, et je travaille avec eux sur d'autres projets notamment. Et ils ont facilité justement un processus de co-création. La plateforme web est venue comme ça. C'était pas une idée qu'on avait avant, mais c'est un peu imposé d'elle-même. Et au fur et à mesure qu'on a rencontré des usagers, questionné sur leurs besoins, leurs capacités également, on a décliné le projet comme on peut le connaître aujourd'hui. Ah, ben c'est drôle, ça nous touche beaucoup parce que nous, à Alpha Numérique, on avait une fameuse tournée pan-canadienne aussi de prévue. C'est plutôt le coronavirus qui nous a arrêtés, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir avec les projets puis le numérique, qu'est-ce qui répond vraiment le mieux aux usagers, puis est-ce que le présentiel à travers notre grand pays est nécessairement la meilleure réponse? C'est une très, très bonne réflexion. Puis je trouve que le résultat que vous avez est d'autant plus efficace et pratique et il peut être joint partout sur la planète. Donc, avec une plateforme aussi utile, ça a été un bon virage pour vous, vraiment. Puis, c'est qui, après ça, quel expert avez-vous consulté plus pour le contenu du site? Comment est-ce que vous avez fonctionné pour ça? Oui, tout à fait. Donc, Seren Risk nous a fourni un rapport de 400 pages sur la cybersécurité dans le milieu des arts avec des bonnes pratiques et tout ça, qui est un très beau rapport. Je l'ai lu 2 fois. Je le trouve très bien écrit, c'était intéressant, mais j'étais conscient que ce n'était pas tout le monde qui allait avoir la détermination et le courage de lire à travers ces 400 pages-là et ensuite de changer leurs pratiques. Mhm. Alors, quand on a changé tout le projet, Serenris, qui était nos partenaires au début, n'avait plus les capacités de nous suivre. Ça fonctionnait plus dans leur horaire. Eux, ils avaient d'autres choses. On avait également accumulé un certain retard. Alors, on a dû trouver de nouveaux experts en cybersécurité. On est allé, on a fait affaire avec Jean-Philippe Descaries-Mathieu et Geneviève Lajeunesse, qui sont 2 personnes extraordinaires. Et vous allez d'ailleurs avoir la chance de les rencontrer. Ils ne sont pas là avec moi, pas aujourd'hui, mais on va avoir une célébration de la ressource où vous allez pouvoir les voir, leur parler, leur poser des questions et parler de cybersécurité. Euh, je vais être honnête là, avec vous, là. Ça n'a pas été facile de trouver des experts en cybersécurité, puis on est très chanceux que Jean-Philippe et Geneviève aient rejoint notre équipe. Il y a également Anne-Sophie Letellier qui est notre rédactrice en cybersécurité. Donc, On l'a on a on l'a reçu à notre précédente table ronde, justement. oui, j'ai vu ça. Donc, on- c'est ça. Donc, et puis, Anne-Sophie, Geneviève et Jean-Philippe ont également, peut-être dans une autre vie, on pourrait dire, là, travaillé avec Crypto Québec. Je crois que Anne-Sophie peut être encore reliée à ça, mais c'est un réseau. Je ne sais pas, Bianca, si tu as des nouvelles Non, non, de c'est ça. crypto. Elle est plus liée maintenant. C'est vraiment le Lab 2038 qui est le nouveau petit bébé OK, projet de d'accord. travail, qui est un peu plus dans le concret pour travailler avec les organismes communautaires. Euh, Oui, c'est ça. Donc, Crypto Québec, qui était un organisme, si on veut, ou un regroupement d'experts en cybersécurité qui visait à donner de l'information juste et peut-être alternative également aux journalistes. Moi, j'ai connu tous ces experts-là de cette manière-là et de fil en aiguille, bon, quand on travaille en cybersécurité, on commence à connaître un peu davantage de réseau, à avoir des gens dans notre entourage qui nous aident. Et alors, c'est ces experts-là qui nous ont accompagnés, si on veut, dans le processus et qui nous accompagnent encore. non, c'est bien. C'est intéressant que justement le projet soit dans une espèce
mouvement continuel, dans le sens les experts n'ont pas seulement été consultés, puis bon, on ferme le livre, le site est là. Il y a quelque chose de vivant dans le projet qui est vraiment une belle plus-value. Ben oui, tout à fait. Puis ça, je tiens également peut-être à le souligner parce que lorsqu'on a eu notre fameux rapport de 400 pages, un premier travail, ça a été de le remâcher, de le relire. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait avec Kung Fu et ensuite de l'écrire, puis de rendre la cybersécurité, si on veut, attrayante, intéressante, humoristique. Mais je suis pas un expert en cybersécurité, les gens Kung Fu ne le sont pas, donc il fallait absolument avoir une validation externe. Donc, par exemple, la première version du site Internet, on parlait pas des trois mousquetaires de la cybersécurité. C'est vraiment ces experts-là, quand ils ont relu le, quand ils ont relu le document, ils nous ont dit, ben regardez, vous avez pas inclus là, la définition de la cybersécurité qui était présente dans le rapport. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Vous devez le remettre. Alors là, OK, d'accord, on va réécrire. Et là, on a réécrit. C'est vraiment avec cette validation-là que le site est fait. C'est un site qui est là à titre indicatif. Là, c'est pas une panacée. Là. Puis la cybersécurité, bien sûr, là, c'est un sujet qui est tellement grand et vaste. Là. On ne peut pas répondre à toutes les questions et à toutes les situations, mais au moins, on voulait avoir un œil. Là, on a trois yeux extérieurs, là, ou six yeux extérieurs, si on veut, là, pour une validation externe. Très intéressant. Puis aussi, j'aime ça comment le filon, justement, les trois mousquetaires sont devenus un peu le filon conducteur du site web. Un petit détail comme ça qui peut nous échapper à nous qui ne sommes pas experts. Ça l'a permis un peu de redonner un ordre à votre site. Puis, justement, pendant qu'on parle de ce fameux site, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi les outils, les ressources qu'on trouve sur le site web? Ben oui, mais je propose peut-être d'aller le visiter très rapidement, puis vous allez voir, on va retrouver également nos trois mousquetaires. Alors, voici, tadam, bienvenue sur Cyber Saint-Sauf. C'est la page d'accueil et on voit justement nos trois mousquetaires. Et c'est un site qui peut être consulté de manière linéaire, hein. Donc, on a un manifeste, on a notre triade de la cybersécurité ici, où on parle de tout ça. Et on peut continuer avec le livre blanc de la cybersécurité. Mais on a également le petit menu. Alors, pour vous donner un aperçu du site, je vais simplement aller là. Donc, vous voyez ici le livre blanc de la cybersécurité. On a dans cette première étape-là, les notions de base. Ça prend environ 2 heures à lire et que vous soyez PDG, que vous soyez bénévole ou employé, c'est vraiment des mesures que tous gagnent à connaître. Et par la suite, parce que nous, on voulait vraiment créer un site, pas un site général de la cybersécurité individuelle, hein, parce que ça, il y en a plusieurs en ligne. Si vous voulez améliorer vos pratiques individuellement, c'est relativement facile. Il y a plusieurs ressources qui vous permettent de faire ça. Par contre, quand on arrive pour la gestion de risque d'une organisation, quand on commence à avoir justement quelques employés, des gens qui travaillent avec leur matériel personnel et tout ça, là, les choses commencent vraiment à se corser. Là. La gestion de risque pour une entreprise, c'est pas quelque chose qui est facile et c'est également là où les experts en cybersécurité ont, si on veut, un filon, là, c'est leur client. Mais pour une petite organisation qui a pas les moyens de s'engager un expert, ils étaient un peu laissés pour compte. Alors, c'est pour ça qu'on a créé les cyberprotocoles. Alors, dans les cyberprotocoles, on les fait un à la suite de l'autre et on prend les organismes par la main pour dire, bon, ben, quelles sont les politiques que vous devez mettre en place, comment vous devez faire une analyse de votre gestion de risque. Et on produit également, là, je vais dans le premier protocole. Vous voyez ici le premier protocole, le protocole de sécurité. On vous demande de faire un inventaire. Mais bon, quand on dit faire un inventaire comme ça, là, bon, c'est pas nécessairement utile hein, de faire une liste. On a fourni également, on a créé des outils comme ça, des outils partagés. Donc, vous voyez, c'est un outil. Ah bon, d'accord. Actualisé pour avoir la dernière version. Merci beaucoup. Euh, c'est des outils que vous pouvez copier et que vous pouvez ensuite utiliser dans votre organisme. Et vous voyez ici, je vais vous augmenter ça. Donc, on a
confidentialité, intégrité, disponibilité. Alors, on vous prend par la main dans les petites bulles grises là, pour lister chacune de vos données, mais également de voir un peu le risque d'une divulgation accidentelle ou mal intentionnée, de voir où ces choses-là sont liées. Puis lorsqu'on a ce tableau de bord justement de nos données, on peut plus facilement voir où sont nos lacunes et comment protéger les données qui méritent ou qui doivent être protégées. Et là, j'entends encore là, les gens se dire, oh mon Dieu, mais c'est compliqué, c'est difficile, on est un petit organisme, on n'a pas les moyens de faire ça. Ben, écoutez, un petit organisme, là, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire cette analyse-là qu'une grosse multinationale, hein. Donc, il faut toujours voir ça selon des étapes à avoir et voir le beau côté de la chose. Donc, ouais, un petit organisme va avoir plus de facilité à, à faire l'inventaire parce qu'ils vont avoir moins de données. Alors, tadam, les outils, on a également la foire aux questions comme ça, qui est dans notre page de documentation. Après les différentes ressources en ligne, si on veut, on a ici la foire aux questions. Et on a plein d'autres choses, mais je vous laisse visiter par vous-même. Il y a quelque chose que tu avais dit sur les petits organismes, justement, je ne sais plus si quand on s'était parlé ou si c'était dans la présentation du site, mais le fait que, justement, un petit organisme se dit, ah, j'ai peut-être pas les moyens de faire ça, mais le petit organisme n'aura pas nécessairement encore moins les moyens de se faire pirater puis de perdre ses données, justement, que les répercussions sont tellement importantes que l'avantage est beaucoup plus grand que de ne pas le faire. Je crois que ça, c'est un point qui peut être assez important pour les petits organismes Oui, à c'est vrai. cette question-là. Puis, par rapport au protocole, je me demandais aussi si tu as parlé de l'utilisation des appareils personnels au travail en temps de COVID. Il y a un protocole là-dessus, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je pense qu'on est tous concernés en ces temps de télétravail. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est le protocole avec. Apportez votre équipement personnel de communication. On a un petit, petit côté peut-être cheesy comme ça, mais ça l'aide pour se souvenir avec. Donc, oui, c'est une grande question. Qu'est-ce qui se passe avec notre objet de communication? Qu'est-ce qu'on fait? Le travail à distance, tout ça. Alors, le protocole avec comporte deux axes principaux. L'utilisation du Wi-Fi ouvert d'un côté et de l'autre côté, euh, le protocole avec pour le travail à distance. Donc, une première chose, c'est vraiment comprendre que lorsqu'on travaille de la maison ou pire encore, peut-être d'un café avec un Internet non sécurisé, c'est qu'il y a des risques qui sont encourus par ça. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir une compréhension, donc la capacité les personnes qui sont dans votre organisme comprennent qu'il y a des risques associés et qui ont des bonnes pratiques. Donc, par exemple, pas consulter le compte bancaire de l'organisme lorsqu'on est dans un café, par exemple. Ce genre de choses-là. Donc, on a vraiment une connaissance de base à avoir. Ensuite, c'est de penser quel type de pratique vous avez. Donc, je ne sais pas si vous avez un organisme d'aide juridique et là que vous devez avoir des conversations avec des personnes qui doivent être sous l'anonymité, sous la confidentialité. À ce moment-là, peut-être avoir un RPV, hein, donc un réseau privé virtuel. Et puis, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer justement là. J'ai l'air d'un expert, là, mais je fais juste suivre le protocole comme ça. Donc, on voit les deux grands axes ici, là. Puis, une autre chose qui est fantastique avec Cyber Saint-Sauf, là, mettons, on voit, serait-il utile d'utiliser un RPV comme ça? Et là, on se demande qu'est-ce qu'un RPV? Bien, si vous allez comme ça ici, vous voyez en bas, il y a une définition qui s'affiche. Alors, on a un glossaire comme ça. Et ensuite, apporter votre propre appareil de communication. Alors, on a des points à clarifier. Donc, qui sont les propriétaires de l'information sur chaque appareil mentionné? Qui est tenu responsable en cas de perte ou de vol de matériel? Donc, ça, c'est des choses qui sont à clarifier, en fait, parce qu'on ne veut pas que ces choses-là soient clarifiées au moment où un drame arrive.
C'est vraiment quelque chose qui mérite de s'y attarder un peu en amont pour éviter justement les problèmes, puis que lorsque ces problèmes arrivent, qu'on ait un plan en place, qu'on sache, d'accord, bon, ben, la danse effrénée du vendredi matin qui a détruit l'appareil, qui a détruit tout le rapport qu'on avait, justement, là, pour reprendre un exemple dont on parlait au début. Bon, ben, si ça l'arrive, où est l'archive, où est la sauvegarde, qui est en charge pour mettre ça sur pied? Combien de temps ça prend? Alors, ce type de choses-là. Alors, on a, on a également, on fait également appel à des ressources qui existent déjà. Donc, par exemple, le guide plus complet ici, qui est un guide vraiment bien détaillé, là. C'est sur un site gouvernemental, là, donc c'est le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui a déjà produit des documents pour accompagner les organismes pour créer ce genre de protocole-là. Et donc, c'est ça. Donc, j'en passe là. Mais on voit ici, là, c'est vraiment en point de forme, là. Donc, le type de questions à vous poser et qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que vous devez mettre. Et là, ensuite, on a une liste de contrôle. Donc, vous devez expliquer à vos employés, vos partenaires, les risques associés au Wi-Fi, établir un protocole en ce sens et tout ça. Donc, on est beaucoup dans la préparation, dans comment bien se préparer en tant qu'organisme. Donc, c'est vraiment le travail en amont, comme tu l'as dit. Je trouve que ça l'illustre bien comment on peut renforcer notre cybersécurité comme organisme ou institution. Puis, Oui. est-ce que tu as des exemples peut-être? Je sais que le site est encore très récent, là, mais est-ce que tu as des exemples d'organismes qui ont commencé à intégrer des mesures ou des institutions qui ont commencé à intégrer vos mesures? Ben oui, tout à fait. Moi, j'ai fait d'ailleurs une présentation avec les ADN, donc les agents de développement numérique au Québec, et je sais que plusieurs personnes ont été très intéressants, ont trouvé le site intéressant pour accompagner leurs organismes dans ce protocole-là, dans tous ces protocoles-là et dans cette réflexion-là. Alors, certains ADN sont présentement en train de travailler avec le site pour penser à la gestion numérique. Les gestionnaires de mots de passe, c'est vraiment une étape, c'est également une solution technique, si on veut, là, qui permet de très rapidement changer certaines pratiques et tout de suite de recevoir des bénéfices, là, donc ne serait-ce qu'en temps ou en facilitant les choses. C'est sûr que, bon, pour cette solution-là, il y a un certain coût qui est associé, mais je crois que c'est un coût qui en vaut la peine. Euh, et puis, ne serait-ce que parler des bonnes pratiques, moi, pour les numéros d'assurance sociale, plusieurs personnes ne se rendaient pas compte qu'ils avaient des informations personnelles. Alors, on voit que simplement avoir le site comme ça sème la graine d'une réflexion sur la cybersécurité. Je te remercie. Puis, on termine, puis on va passer à la section des questions. Puis juste avant de terminer, est-ce que tu as quelques suggestions, de bonnes pratiques générales à adopter? Ben oui, tout à fait. Donc, par exemple, je parlais de numéros d'assurance sociale. Est-ce que c'est une bonne idée de les avoir par courriel et d'avoir un compte qui est utilisé par toute l'organisation? Ben, la réponse est non. Hein, c'est pas une bonne idée. C'est facile comme ça. Le numéro d'assurance sociale, on privilégie, par exemple le téléphone. Donc, si vous avez un contrat, assurez-vous que le contrat soit dans un endroit avec un accès restreint et avoir l'information seulement à cet endroit-là, et qu'il ne soit pas divulgué à à d'autres endroits. Si le contrat doit être partagé à ce moment-là, vous pouvez caviarder l'endroit avec le numéro d'assurance sociale. Donc, ça, c'est petite pratique, là. Appeler les gens, demandez-le, demandez le numéro. Euh, Ensuite, comprendre qui a accès à vos données, qui a accès à la liste des numéros de téléphone, par exemple, de ne pas rendre ça accessible à tout le monde. Euh, Également, reconnaître un courriel douteux. Donc, on a plusieurs quiz. Tenez, je vais vous en mettre un même
dans le chat, donc tous les conférenciers ici. C'est un quiz, je crois, qui a été fait par Google pour reconnaître un courriel douteux. Alors ça, vous pouvez faire ça. On a également un quiz hein, sur notre site Internet qui regroupe des questions sur l'ensemble de la cybersécurité. Vous pouvez le prendre, mais juste parfois, faire un petit quiz comme ça peut être quelque chose d'humoristique et ça va vous permettre un peu de juger vos propres habiletés. Donc, moi, quand j'ai pris le quiz, j'ai eu un 10 sur 10 après avoir travaillé sur le score, sur ça. Donc, je vous invite à tenter d'avoir un aussi bon score que le mien. Mais si vous voyez que vous vous faites prendre et que même lorsque vous savez que c'est un quiz, vous pouvez tomber sur de l'hameçonnage, peut-être que vous mériteriez vraiment de lire davantage sur le sujet. Donc, c'est les petits trucs que je pourrais avoir là aujourd'hui. Merci, c'est un défi on va relever sous peu. On va essayer ça, ce petit quiz-là en équipe. Ça va être un plaisir. Justement, je me souviens que tu avais parlé un peu d'explorer en équipe le livre blanc et ce qui était proposé par Cyber Saint-Sauf. Donc, il y a moyen de rendre ça un peu plus dynamique, puis de justement là, d'y trouver plaisir. Les gestionnaires de mots de passe aussi, c'était très intéressant parce que tu as tout de suite la carotte un peu au bout du bâton, les résultats qui viennent. Donc, c'est peut-être un bon point de départ pour commencer Oui, le virage. ben, ben oui, tout à fait. Nous, quand on a fait, donc, en design thinking, une des choses qu'il faut faire, c'est tester son prototype, tester son produit. Puis une des choses qu'on a fait, c'est notamment lancer le site à des organismes qui connaissaient pas vraiment la cybersécurité ou qui n'avaient pas été impliqués dans le processus nécessairement. Et une des choses qui naturellement ont été faites lorsqu'ils étaient en équipe, c'est d'aller faire le quiz ensemble. Et je trouvais que c'était vraiment une belle manière d'aborder la question de la cybersécurité. Là, on parle bien sûr de petites équipes à 3 ou 4 personnes, mais déjà, on avait des conversations très intéressantes à savoir, ah, est-ce qu'on a telle ou telle pratique? Ah oui, hey, moi, la semaine dernière, j'ai eu ce problème-là, justement. Est-ce qu'on pourrait commencer à changer? Et là, on commence à voir qui est intéressé, qui a des connaissances à faire ça. Et là, peut-être qu'on peut avoir une cellule, justement, une cellule cybersécurité où 2 personnes pourraient être mandatées, par exemple, d'éplucher, de revenir la semaine prochaine avec un plan pour améliorer la cybersécurité, de voir comment on pourrait changer nos pratiques. Alors, oui, faire le quiz en équipe, c'est une belle première étape. Merci. Puis j'avais une question, justement, je vois dans la section, qui porte encore sur les fameux gestionnaires. On nous demande, mais comment être absolument certain que ce gestionnaire ne sera jamais piraté? Mhm. Ben, premièrement, vous ne pouvez pas être certain que le gestionnaire ne sera jamais piraté. Et c'est un peu, si on veut, le paradigme qu'il faut avoir en cybersécurité. Ce n'est pas de la sécurité assurée à coup sûr. Ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Que vous soyez le FBI, que vous soyez Desjardins, vous n'êtes jamais à l'abri de, de brèches en cybersécurité. Donc, il, il faut penser de manière différente quand on est dans l'univers électronique, si on veut. Alors, première chose à faire, c'est, même si c'est impossible d'avoir un gestionnaire qui ne sera jamais piraté, c'est quand même de tenter d'avoir un gestionnaire qui soit le plus sécuritaire possible. Alors, pour faire ça, il faut consulter des palmarès, par exemple, lire des experts sur le sujet, notamment le site Cyber Sain et Sauf. Dans notre foire aux questions qui parle de gestionnaire de mots de passe, on a une petite liste justement et on a des pour et des contre de chacun des gestionnaires. Et là, en lisant ça, vous allez pouvoir voir les différentes fonctions que différents produits vont avoir et ensuite établir ce que vous devez avoir pour vous. Une autre chose également, on parle de gestionnaire de mots de passe. D'accord. Certaines personnes me disent, Benjamin, j'ai un problème à avoir un gestionnaire de mots de passe parce que si mon gestionnaire est piraté, eh bien, je perds tous mes mots de passe. D'accord, c'est un problème. En- Quand j'en parle avec des experts, moi, une chose que j'ai trouvée très intéressante pour ce changement de paradigme-là, c'est de voir que si ton gestionnaire de mots de passe est piraté, tu sais exactement qu'est-ce qui est piraté. Tu sais qu'il y a un problème à ton gestionnaire de mots de passe. Alors, tu peux tout de suite cibler, si on veut, ça et peut-être très rapidement
euh, changer le mot de passe ou demander au gestionnaire, demander à la compagnie qui a ce gestionnaire-là d'avoir de l'aide et là, avoir de l'aide. Si on a des mots de passe étalés très différents, peut-être des mots de passe qui se répètent, et là, on commence à suspecter qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe, et là, on a un grave problème parce qu'on a une infection ou on a une brèche de confidentialité qui est un peu éthérée. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, ça devient très, très difficile à gérer. Le gestionnaire de mots de passe va pouvoir permettre justement d'avoir des choses en entonnoir. Et c'est ce qu'on veut en cybersécurité, c'est d'être capable de gérer notre parc informatique là, avec des endroits précis et un- d'avoir un contrôle, si on veut, sur ce qu'on a. Ah, ça vient de me convaincre d'avoir un gestionnaire de mots de passe en quelques mots. Donc, on poursuit. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je vous inviterais à les poser dans le clavardage ou la section Q&R si vous êtes sur Zoom, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes que ce soit sur la page Technoculture Club ou la page Bibliopresto. Allez-y en commentaire sous la vidéo en direct. Donc, on attend vos questions avec impatience, s'il y en a. Juste un petit mot aussi, j'ai dit que là, c'est la dernière collation qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Merci, Benjamin. C'est vraiment une belle façon de clore notre série avec un sujet qui est très cher à Alpha Numérique, dans la littératie numérique, un projet que nous-mêmes, à Technoculture Club, on est en discussion sur comment intégrer certains des protocoles et principes. Donc, ça va être un de nos projets pour l'année 2021. On a assez hâte de se lancer dans cette aventure. Puis là, les prochaines tables rondes qui s'en viennent, en fait, collation numérique va être le terme qu'on va utiliser. On avait des tables rondes à l'automne. Maintenant, on révise la formule, puis on va faire quelque chose de plus court. Les tables rondes étaient d'environ 1h30 à 2 heures. Là, on s'en tient au format collation, mais elles vont être plus fréquentes. On va en avoir 2 fois par mois. Ça va être aux 2 semaines. On recommence au mois de février. Nos invités ne sont pas encore confirmés, mais vous allez définitivement en entendre parler dès janvier. Donc, je vois qu'on n'a pas de questions sur Facebook, ni de questions dans le clavardage. Ah oui, on a des questions dans le QR. Ah, Cécile, qui nous avait posé la question sur le gestionnaire de mots de passe, vous remercie, mais elle n'est pas convaincue pour autant. Ben oui, tout à fait. Puis, j'en porte pas rigueur. Et puis, je crois que cet esprit critique-là est extrêmement important à avoir, de ne pas être convaincu à la première chose qu'on voit ou à la première chose qu'on lit. Puis, surtout dans les gestionnaires de mots de passe, quand on recherche, ou même un antivirus ou pour toute chose, je crois que c'est vraiment très important de faire ses propres recherches, de pouvoir comprendre très bien les enjeux qui sont adressés avec ces différentes solutions-là et de choisir qu'est-ce qui fonctionne pour nous et pour notre organisation. Ouais, il n'y a pas une seule façon de faire la cybersécurité. C'est quelque chose que je crois qu'on doit se l'approprier en tant qu'équipe pour voir qu'est-ce qui nous convient le mieux à notre environnement, à plusieurs choses. Donc, c'est très, très, très intéressant. OK, je regarde le QR. On nous remercie. On nous dit que c'est une très belle plateforme accessible à plusieurs publics. Et pour la traduction de VPN, terme que j'utilise depuis des années sans me poser de questions. Ben oui, réseau privé, R. Moi aussi, j'utilise VPN. C'est RPV, donc réseau privé virtuel. La version. Mais ça l'a été d'ailleurs, je vois que ça la vient à la fin. Moi, j'aime bien la langue française, puis tenter de, de, de la soigner. Et puis, ça l'a été un débat même dans notre glossaire, parce que le terme VPN est tellement pris, puis RPV n'est pas nécessairement quelque chose de connu. Donc, on se demandait comment classifier cette entrée-là, en fait. Est-ce qu'on allait seulement mettre RPV, mais que les gens qui cherchaient VPN dans la version française du site n'allaient pas l'avoir trouvé? Donc, on a opté justement pour RPV, VPN, comme dans le glossaire. Mais oui, je vous invite d'ailleurs à visiter le site, si vous avez des questions
par la suite, lorsque vous aurez justement entamé votre cheminement en cybersécurité, vous pouvez toujours nous envoyer des questions. Moi, je me base vraiment sur ce genre de conversation-là pour les questions, par exemple, la gestion du changement, là, toutes les questions de comment aider une équipe à améliorer nos pratiques, où les personnes ont peur du numérique et ne savent pas trop par où commencer. Alors, ces questions-là, ce pas des questions que j'avais prévues avant de faire la plateforme, et c'est peut-être les questions qui sont les plus importantes. C'est les questions qui viennent justement de la communauté. Donc, je vous invite vraiment à nous poser vos questions. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec la plateforme, de nous l'envoyer. Excellent. Bon, ben, sur ça, je pense qu'on conclut notre collation juste à temps. Puis, je remets en lien le site web dans la section clavardage sur Zoom. Puis, on va la mettre aussi en commentaire sous la vidéo en direct sur Facebook. Encore une fois, un grand merci, Benjamin. Merci à tout le monde qui ont participé à nos rencontres au cours de l'automne. On a hâte de vous revoir à l'hiver, on l'espère, pour plein d'autres collations très intéressantes, toujours abordant le numérique, mais depuis plusieurs angles différents. Donc, sur ça, un bon temps des fêtes, même si on le passe avec nous-mêmes et seulement les gens qui habitent avec nous, on espère qu'on va trouver quand même un petit peu de chaleur puis de convivialité dans ces moments-là. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.